place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Les amis, parlez après que j'ai fini de parler, merci. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs, hein. Vous en avez l'habitude maintenant, l'émission de la libre expression, hein, l'émission 100% tribune et 100% ultra sympa aussi. Donc ce soir, un gros programme qui nous attend. On va essayer de pas trop galérer parce que le temps ce soir nous sera précieux comme on dit. Donc en première partie, hein, pour déplaire ou pour plaire à nos auditeurs et à nos Facebookers, hein, nous recevons ce soir, hein, les Ultra Monaco 94, hein. Donc on va s'intéresser à ce groupe et un petit peu leur vie au quotidien en tant que supporter monégasque. En deuxième partie, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, hein, d'Arsenal Supporter Club France. Donc on va recevoir Vincent qui sera avec nous, qui sera le président du groupe. Donc voilà, il va nous expliquer comment on est supporter d'Arsenal en France et pourquoi aussi. Et en troisième partie, on fera un petit tour encore du côté des Nissards, hein. La semaine dernière, on a rendu hommage bien sûr au dernier match du stade, au stade du Ray, avec Mamie Nissa, Laurence, Chris aussi qui nous a fait pleurer presque. Donc ce soir, on va s'intéresser à Guillaume de la session Paris, hein. On l'avait déjà eu, mais le podcast avait foiré, donc vous avez pas pu l'entendre. Donc ce soir, on va refaire un petit retour et ça, ce sera aussi sympa. Donc les amis, avant de présenter nos invités, comme d'habitude, à mes côtés, nous avons Monsieur Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir tout le monde. Nous avons aussi notre Nissar à nous, Chris. Bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir tout le monde. Bien sûr en off, hein, pour s'assurer que tout se passera bien au niveau qualité auditive et technique. Nous avons notre Auxerrois, Ludo. Bonsoir Ludo. Bonsoir, merci. Et aussi Thomas qui nous fera le podcast, hein, qui nous fera l'honneur de podcaster cette émission. Donc, comme on dit, on est bien équipé. Donc, comme je vous disais, première partie, on reçoit les Ultra Monaco 94. Hein. Donc, avec nous, normalement, nous avons Vinito. Est-ce que tu es là, Vinito? Ouais, enfin Chris, plutôt. Ouais, je suis là. Bonsoir à tous. Salut Chris. Donc, tu es le coprésident, c'est ça, des Ultra Monaco 94. Voilà. Et là, il est à côté de moi, mais il galère un petit peu avec sa connexion. Donc, pour l'instant, il n'y a que moi là en ligne. D'accord, donc nous aurons aussi dès qu'il aura réglé ces petits problèmes, Nassim, hein, qui est le président des Ultra Monaco 94. Donc on va commencer par poser des questions à toi directement. Combien êtes-vous dans le groupe Ultra Monaco 94? Combien de membres? Alors, quartier, hein. En tant que quartier, chaque année, on est entre 100 et 130. Voilà, donc à savoir que on a un groupe ultra qui faisant des cartes. On préfère faire des cartes à des gens qu'on connaît. Enfin, on donne pas une carte de suite en fait, si vous voulez. On va faire deux cartes, la carte Ultra Monaco, donc pour les gens qui sont partis du groupe depuis un moment, et on va faire une deuxième carte qui s'appelle la carte collectif rouge et blanche. Donc ça, c'est la carte quand on arrive membre, on veut être membre des cartes des Ultra Monaco, quoi. Ouais, j'avais une petite question, Stan, un peu une question provoque, hein, pour une fois c'est moi. On sait bien que ça fait un peu rire quand on dit Ultra Monaco. D'ailleurs, qu'on a annoncé, il y a eu quelques boutades de lancer. Voilà. Justement, je voulais te demander, déjà, c'est quoi être Ultra Monaco et qu'est-ce que tu penses, c'est une deuxième question, ça tu pourras répondre après, de ces moqueries, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que les gens changent un peu d'avis là-dessus? En fait, déjà, je vais répondre par la deuxième question, c'est les moqueries. Au jour d'aujourd'hui, on passe vraiment outre, parce que je pense que dans le domaine ultra, dans le monde ultra, je pense qu'on est respecté des autres groupes. Les gens, ils savent qu'on est là depuis 20 ans, on en connaît, ils nous connaissent, donc à partir de là, on n'a pas de souci avec ça. Je pense que les moqueries, elles viennent beaucoup
beaucoup plus des gens qui sont pas trop dans le monde ultra ou qui connaissent pas trop ou qui pensent le connaître. À partir de là, nous, on passe vraiment dessus. Maintenant, ce que c'est être ultra Monaco, c'est comme dans chaque groupe ultra, c'est vivre pour son club, il faut vivre la passion d'un groupe, c'est les amitiés, c'est voilà les déplacements, les tifos, c'est tout ça comme tout le monde, comme tous les ultras. Et pourquoi s'être défini en tant que ultra en fait? Comment ça, pourquoi Et vous auriez pu être un groupe supporter mais non ultra, vous vous êtes vraiment impliqué avec ce nom Ultra Monaco. Pourquoi être rentré un petit peu dans la radicalisation? Parce que pour entre guillemets pour tout le monde ultra, ce sont les radicaux, ce sont les méchants qui boivent de la bière et qui se tapent sur la gueule. Pourquoi vous à Monaco avez-vous choisi je pense le monde ultra de l'ultra, hein. Il y a pas. C'est un groupe qui est né en 1994, je pense que ça a beaucoup évolué depuis. Ultra, ça veut dire beaucoup de choses. En 20 ans, comme on dit, le mouvement il a évolué et il n'est pas resté figé. Donc aujourd'hui, être ultra Monaco, c'est comme je vous dis, c'est vivre pour son club, vivre pour son groupe. Et c'est animer la tribune, c'est aller en déplacement, c'est vraiment essayer de faire vivre l'équipe, essayer de l'encourager au maximum, c'est ce qu'on veut, quoi. Justement, tu parlais d'évolution. Excuse-moi, Stan. Tu parlais d'évolution par rapport à l'arrivée du Russe et de la belle équipe qui est en train de se faire. Est-ce que vous avez senti une hausse des prix forte et est-ce que vous avez, comme on appelle entre guillemets, des footistes qui sont arrivés, des gens qui n'auraient jamais porté le maillot de Monaco auparavant? Ouais, bien sûr. Déjà, les prix sont augmentés, c'est clair. Maintenant, nous, on essaie d'éviter le mot footix ou le mot masque avec les gens. Ce qu'on voudrait réellement, c'est des gens qui vont venir avec nous, chanter avec nous, qui vont s'intéresser à nous. On voudrait leur expliquer ce qu'on fait depuis 20 ans. Voilà, pas leur dire vous n'étiez pas là l'année dernière ou vous n'étiez pas là il y a 5 ans. Non, c'est pas ce qu'on veut. Mais non, c'est vrai, on sait très bien que ce qui se passe en ce moment au niveau du club, ça ramène beaucoup de gens qui ne sont pas là depuis le début, c'est clair. Maintenant, on va pas les refuser, les gens, on veut qu'ils viennent avec nous et on veut leur montrer ce qu'on fait, quoi. Est-ce que c'est plus difficile à Monaco ou d'être ultra ou c'est pareil comme dans tous les autres clubs? Je pense que c'est difficile. Plus difficile qu'ailleurs. Je peux pas me placer dans la position des autres groupes. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est difficile. C'est clair, c'est difficile parce qu'on connaît la principauté, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, il y a des règles. C'est difficile de pouvoir s'exposer. Voilà, c'est clair. Mais ça, tout le monde le sait. Je pense que j'ai même pas besoin de l'expliquer. Donc, voilà, je vais vous passer Nassim qui veut prendre le combiné depuis 5 bonnes minutes là. Bien sûr. À parler. Il va se rattraper, il n'y a pas de souci. Ouais, bonsoir Nassim, tu es avec nous? Absolument. Donc, Nassim, président des Ultras Monaco. Ouais, donc ça fait 5 ans. Ouais. 5 ans que tu fais partie du noyau et ça fait combien de temps que tu es vraiment... 5 ans que tu es président du groupe. Voilà. Et donc, simplement pour dire, comme disait Chris à l'instant, effectivement, la principauté, c'est très particulier. On l'a su dès le début quand on a commencé. Les fondateurs du groupe savaient que ça allait être différent que dans les autres villes. À 35 000 habitants, il y a énormément de gens qui sont arrivés pour des raisons de taxes ou pour la beauté de la principauté, qui sont pas vraiment monégasques à l'origine. Donc, on savait que nous, le petit groupe de gens vraiment du pays, de la région, ça allait pas être évident de pouvoir faire face à des villes qui ont jusqu'à 200 fois autant d'habitants que nous, comme Paris, ou 100 fois comme Marseille. Donc nous, on se met à notre niveau, on a voulu faire notre truc, on n'a jamais voulu se comparer aux autres. Maintenant, nous, ce qu'on fait, on essaie d'animer notre tribune comme on peut, de faire aussi bien que possible, et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, des gens qui sont tombés amoureux de notre club, et par la suite du pays aussi. Voilà, on est assez content de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on arrive à motiver à l'extérieur, un peu partout. Chris? Ouais. Moi j'avais une petite question. Est-ce que vous avez beaucoup de Niçois dans vos rangs et beaucoup de Niçois dans les nouveaux arrivés, on va dire? Alors c'est une très bonne question. On a en fait très peu de Niçois parmi nous. On a des gens qui ont habité entre les deux villes. C'est sûr, on a des gens qui sont de la région, de la Turbide, Sospel, évidemment de Cap d'Aille. C'est essentiellement en fait des gens qui sont de Monaco, de la région de Monaco.
On a également des supporters du Var. Et puis, parmi les ultras, c'est ce qu'on a. Parmi les supporters, on en a dans toute la France. On est l'un des premiers clubs supportés en Savoie. À Orléans, on a beaucoup d'Alsaciens, de Normands, des gens qui nous rejoignent. Alors, on sait que beaucoup de gens sur les autres clubs comme Marseille et Paris, ils appelleraient ça des suceurs ou ils se moquent d'eux, mais nous, pour nous, c'est très important de les avoir parce qu'on sait que juste entre monégasques, on serait jamais assez nombreux pour animer vraiment notre tribune, être septième, avoir 7 championnats de France à notre actif. On a un grand club et on n'a pas énormément de gens, donc on a besoin des gens de l'extérieur. On a vu beaucoup de parkages. Je me rappelle des photos de l'année dernière, par exemple, en Ligue 2, des parkages toujours pleins. Est-ce que, comme tu me disais, vous avez beaucoup de supporters à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des sections officielles de Monaco? Non, il y a des antennes du club des supporters de Monaco. Nous, chez les Ultras, on n'a pas d'antenne. On est surtout des gens du Sud. On a beaucoup de gens qui sont vraiment très bien dans les supporters du Nord, qui, au fur et à mesure, nous ont rejoints parce qu'ils avaient bien notre mentalité. Donc, tous ces gens-là sont très importants pour nous aussi. Mais non, des sections, on peut pas dire qu'on en est vraiment. Ok. Vas-y, Guillaume. Ouais, moi j'avais une question pour toi, Nassim. Par rapport en fait au groupe Ultra, on sait qu'à Paris, ils sont en contestation avec la nouvelle politique du club depuis l'arrivée des Qataris. Est-ce que vous approuvez ce qui se passe depuis l'arrivée du propriétaire russe chez vous? Vous êtes en contestation ou en accord avec ça? Guillaume, avant de laisser répondre Nassim, faut quand même préciser, c'est pas par rapport à l'arrivée des Qataris, même si ça a coïncidé, c'est plutôt par rapport au plan Le Prou et les abonnements en aléatoire. C'est pas l'arrivée des Qataris qui a fait que Ouais, il y a eu un boycott. avant les Voilà. Qataris, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Écoutez, nous, en fait, on avait pas mal de problèmes avant l'arrivée du Russe à Monaco. On avait des problèmes avec la Sécu parce que pour les 18 ans du groupe, on avait fait un gros craquage face à Bastia, mais on était qu'une quarantaine dans la tribune, en fait, tous les membres du noyau ultra. Et donc, ça nous a tombé dessus. Pendant 6 mois, on pouvait plus rien faire. Aujourd'hui, la différence entre le PSG du Qatar et le Monaco des Russes, c'est que Monaco a quand même réussi à garder son identité. On a des propriétaires qui respectent le côté monégasque, qui respectent la voix du prince dans le club, qui vraiment nous font participer à la vie du club. On a fait une très grosse soirée organisée et payée par le club en fin de saison dernière pour célébrer le titre. On nous a amené un rappeur américain. Enfin, c'est le foot business absolument à fond. Donc ce côté-là, évidemment, en tant qu'ultra, ça plaît moyen. Mais je pense que le foot business, à partir du moment où il y a un joueur qui a été joué dans un club pour de l'argent et pas pour l'amour du maillot, on y est tous. Il se trouve que nous, on se trouve du bon côté du foot business depuis 18 mois. On va en profiter parce que ça reste quand même si c'est de l'argent, ça reste nos couleurs, ça reste notre ville. Donc nous, on est fiers de représenter ça et c'est pour ça qu'on reste. Sinon, Puis, on a tout s'arrêter tout de suite. Il y a aussi le souci, c'est qu'à un moment vous étiez, parce que c'est comme un club mythique, Monaco, qui était comme un finale de Ligue des Champions en plus encore il y a moins de 10 ans, en 2004. Vous avez failli descendre en national, vous étiez en Ligue 2. D'avoir un actionnaire qui arrive comme ça, c'est sûr quand t'es supporter, t'es content de voir arriver, ça peut se comprendre aussi. Il est tombé du ciel. C'est sûr. Exactement. Mais je pense qu'on a quand même pas mal de gens qui sont restés, qui ont suivi, des gens même qui venaient moyennement avant et quand on est tombé en Ligue 2, qui ont été touchés dans leur fierté et qui ont dit non, c'est mon club, faut vraiment que je sois là. Pas uniquement sur Monaco, mais également à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a eu de très beaux parkages ces dernières années. Les gens sont motivés, ils ont répondu à nos appels de venir, tous les supporters d'un peu de partout. Donc on a un club typiquement monégasque, mais on est aussi un club aimé partout en France. Et c'est quoi, est-ce que tu pourrais répondre, toi, la différence de prix? Bon, en plus, bon, c'est pas évident parce que autant à Paris, on peut comparer par rapport à ce que c'était avant, mais bon, c'était en Ligue 1, vous venez de Ligue 2. Mais il y a une hausse de prix très forte avec la montée et puis je pense qu'on est arrivé à des prix qui sont normaux pour n'importe quel club de Ligue 1. Moi, j'ai payé 150 € mon abonnement en tribune du pesage. Les années avant, on payait 35 € l'abonnement pour 1 an. Donc, on était vraiment à une époque où c'était vraiment subventionné pour le public monégasque. Donc maintenant, on a des ambitions de grand club. La Turquie a changé, le centre d'entraînement en fait. Tout le club a changé, c'est devenu beaucoup plus professionnel, donc les prix sont adaptés et on a vu que les gens ont suivi puisqu'on a quand même eu un record d'abonnement cette année déjà. Avec combien?
On est arrivé à près de 4000 abonnés. Et d'ailleurs, j'ai vu Stan, avant de donner la parole à Chris. 10% de la population. Avant de donner la parole à Chris, qui a une question. J'ai vu l'autre fois, il paraît que l'année où vous étiez justement en finale en 2004, il y avait que 1090 et un petit peu plus peut-être d'abonnés à Monaco seulement. Absolument, ouais. En fait, on joue avec les effectifs qu'on a. On est pas très nombreux, on l'a toujours su. Mais il y a une passion véritable qui se crée, qui naît de plus en plus. Il y a 15 ans, quand on faisait des déplacements, des fois on arrivait à Lens, on était 5 en tribune, il n'y avait pas de tribune visiteur. On disait, il y a des gens de Monaco qui sont venus. Et puis finalement, grâce aux médias sociaux, à l'Internet, on a réussi à parler à beaucoup de supporters de Monaco un peu partout, on les a motivés. Ils sont venus avec nous. Ouais, vous faisiez des parcages parisiens. Des parcages parisiens de maintenant. Allô Vas-y, Chris. Qui vient de prendre le combiné. Je voudrais répondre aussi à la même question que Nassim vient de répondre. Sur les 1500 abonnés dans la Ligue des Champions. C'est vrai, déjà, au départ de la saison, on ne pensait pas faire une saison pareille déjà pour commencer. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Monaco, c'est que ça reste un village, c'est une petite ville. Autour, il n'y a pas grand monde. Il y a une grande agglomération à côté qui est Nice. C'est ça qu'il faut vraiment que les gens comprennent. Après, ce qu'on a pu voir quand même cette année-là en 2004, c'est qu'à l'extérieur, que ce soit en Europe ou en France, les secteurs sont pleins. Donc il y a vraiment pas mal de monde pour Monaco à travers la France. Chez nous, à Monaco, on fait ce qu'on peut. On est vraiment un village, on est des passionnés, on a une identité. On se connaît, on est vraiment, on vit pour notre club, on adore notre club et les moqueries, c'est vraiment ce qui commence à être fatigant. Les gens, ils comprennent qu'il y a 20 000 habitants à Monaco, dont 5 000 vrais monégasques. Donc c'est vraiment un village, c'est comme si vous aviez un village qui est en finale des champions. Donc il faut vraiment que les gens ils arrêtent un peu de se moquer pour un oui, pour un non. Alors pour ceux qui continuent, c'est que vraiment ils comprennent rien, quoi. Enfin, voilà, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que quand on parlait de petits villages, regarde une ville comme Guingamp qui a plus d'abonnés que d'habitants quasiment, donc c'est peut-être pas c'est une excuse, c'est sûr, mais je pense aussi c'est dû à que Monaco, c'est surtout pas vraiment, c'est pas le sport numéro 1 pour les Monégasques, le foot peut-être aussi. C'est pas bien compris. Le sport, c'est pas le sport numéro 1 à Monaco. Il y a ça aussi. C'est le sport numéro 1. Le football, c'est le sport numéro 1. C'est clair, à Monaco. Bon, moi, on entend on entend d'autres sons de cloche. On entend que c'est pas vraiment le sport favori à Monaco. Toi, tu dis que il faut que vous veniez dans les villages, dans les bars, dans les cafés pour vous en rendre compte que ce qu'on parle, c'est le football, quoi, en priorité. Et la Monaco. Avec Chris, ça revient sur ce que je viens de dire. C'est un village, il n'y a pas énormément de monde, donc forcément, on peut pas être 25 000, on peut pas être 20 000 à chaque match. On a un stade de 18 000 personnes. En moyenne, il fait 10 000 à 12 000 en Ligue 1 chaque année. C'est aux 3/4 plein, quoi. Donc, je pense que proportionnellement aux grandes villes, il n'y a rien à enlever, quoi. Et puis, juste pour réagir par rapport à ce que tu viens de dire, ouais, je peux confirmer aussi parce que en fait ici on a un peu le syndrome du Marseillais, si on peut l'appeler comme ça, sur la Côte d'Azur. Ouais, syndrome du Marseillais, on le connaît tous, bien sûr. Ouais. Donc c'est vrai que sur Monaco et Nice, on a un peu touché sur ce cas-là. Moi, je veux savoir quelles sont vos rivalités. Ça commence à changer quand même. Ouais, ça change tout doucement quand même. Moins quand même. On va dire, mais bon après. Moi, je voulais savoir quelles sont vos rivalités. Bon, Nice, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux clubs, ça reste un derby. Mais sinon, vous avez quoi comme rivalité en France ou à l'étranger? Comme rivalité, on n'a pas réellement de rivalité avec les autres clubs. Nassim, j'ai Nassim qui veut répondre à la question. Attendez, je vous le passe. Vas-y, envoie-nous Nassim, le président. Vas-y. Alors, effectivement, je pense que la plus grosse rivalité de loin, c'est l'OGC Nice. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas une rivalité violente, c'est pas des gens qu'on déteste, c'est pas des ennemis, mais la rivalité sportive existe, elle est là, elle est très importante. Je pense que tout le monde sur la Côte d'Azur attend le derby impatiemment tous les ans. Autant les Niçois quand ils viennent envahir le Louis II que nous quand on va à quelques 400-500 au Stade du Ré, maintenant au futur stade. Je pense que c'est vraiment le match le plus important. Ensuite, il y a d'autres clubs, on peut dire qu'on les aime pas. On n'est pas fan particulièrement de Marseille. Et puis bon, après, comme tout le monde, on a 2-3 rivalités, des gens avec qui on ne s'entend pas.
Et justement, tu parlais de Parisien, Marseille. entre autres. Pardon? Les Parisiens, entre autres, non? Non, honnêtement, Paris, c'est médiatique. C'est les médias qui nous mettent cette rivalité. Nous, on s'est toujours très bien entendu, autant avec Boulogne que Auteuil. Aujourd'hui, moi, le seul problème que j'ai avec Paris, c'est la façon dont ils ont traité leurs anciens abonnés. À part ça, c'est un beau club. Nous, on n'a jamais rien eu contre eux. Ouais, d'ailleurs, moi, je me rappelle, hein, quand il y avait des PSG Monaco, j'ai même vu des fois des Parisiens qui étaient mélangés. Hein. Il y avait vraiment. Mais par contre, en plus, faut avouer que on n'est pas rancunier parce que Monaco, je crois que c'est l'équipe qui a le plus réussi à Paris. Hein. Ils venaient tout gagner, ouais. C'est une bête noire, sans déconner. De 75 jusqu'à, je crois, 2005 ou 2006, il n'y a eu aucune victoire parisienne à Monaco. Ça fait plaisir. Voilà, je voulais apprendre si vous le saviez pas, je pense que ça vous fera plaisir. Si, on la En connaissait celle-là. les bêtes morts du PSG, il y en a eu un paquet à un moment. Faut l'avouer. Et si je peux me permettre, vos amitiés, vous avez des amitiés avec d'autres groupes ou Oui, on a une amitié, c'est avec Ascoli, qui est un club italien, et ça a été officialisé l'année dernière. En fait, on n'avait pas d'amitié avant, parce que Monaco c'était tellement particulier et qu'on vous disait on veut pas se comparer aux autres groupes, on veut pas, on est dans le mouvement ultra de facto, parce que c'est notre façon, la façon ultra, c'est la mentalité que nous avons pour supporter notre club. Mais pour moi, c'est beaucoup plus important ce que peut penser un vieux monégasque qui est dans le stade depuis 20 ans qu'un ultra de n'importe quel autre club, en fait. Nassim, Donc, une petite question sur le chat. Il y a Mamensa qui demande, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'identité monégasque. Tu la décrirais comment pour l'identité monégasque? C'est une identité du Sud, c'est une ville clairement du Sud, c'est la fierté de notre indépendance, l'indépendance du pays. C'est le prince, la famille princière à qui on doit tout, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment grâce à notre prince qu'on a un pays indépendant, qu'on a un pays qui est aussi riche, alors faut pas croire que tous les monégasques sont riches, c'est pas vrai, on a des déboires, on a des gens qui tiennent des kiosques à journaux, mais on arrive tous à tirer notre balle du jeu, si vous voulez, et à vivre très bien, et c'est vraiment grâce à la famille princière. Donc on a cette identité, on a notre cuisine locale, on a notre musique, on a notre langue. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui nous appartiennent, qu'on essaye de célébrer. Le langage monégasque n'existe presque plus pour quelques vieux, mais on essaye de le mettre en avant dans nos chants, dans notre façon d'être, dans certains mots qu'on utilise. On a le bellinisme que tout le monde adore chez nous et que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est toute une mentalité en fait. Alors c'est vrai, on est donc c'est très local, mais voilà. Est-ce que par rapport au prince, lui, vous soutient, comment il voit un petit peu ce monde ultra dans ses tribunes, le prince? Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, à Monaco, tout le monde s'entend très bien. Au début, quand on a commencé, on suivait un autre groupe qui s'appelait les Skunvolt, qui avait eu des problèmes, soi-disant, de violence. Donc, on voulait pas d'ultra à Monaco. On a eu beaucoup de mal à s'imposer. Et puis, quand ils ont vu qu'on était vraiment là pour le club, qu'on avait des monégasques parmi nous, qu'on était à fond et qu'on n'allait rien lâcher, au final, on s'est imposé. Et puis, ils ont vu qu'aujourd'hui, le club ne peut plus vivre sans nous. Moi, je voulais revenir avec toi sur, toi. Surprise, je suis rentré. Sur le match à huis clos que vous avez pris suite au dernier match pour la montée. Et, au début, vous aviez perdu 2 points, que finalement vous avez récupéré, mais il y a eu le match à huis clos récemment face à Toulouse. Ouais. Je voulais avoir ton sentiment là-dessus. Ça a été, qu'est-ce que vous avez ressenti avec cette sanction? Je pense que comme tous les gens qui ont pris des huis clos sans aucune bonne raison, moi j'ai été au PC de sécurité de l'ASM, j'ai vu les images et on voit effectivement qu'il y a un type qui passe et qui donne une tape dans le dos de l'arbitre, mais c'est vraiment une tape, même pas amicale, quoi, c'est rien de méchant. Donc on a un envahissement de terrain qui a été prévu par l'ASM au début, qui a été contrôlé avec les supporters. Nous on n'a mis aucun fumigène pendant tout le match, justement parce qu'on savait qu'on était dans le collimateur de la LSP. Et puis en fait, on se retrouve avec un huis clos alors que quasiment personne n'a rien fait de travers. Mais c'est comme tous les clubs qui ont eu des huis clos. Nice ne méritait pas son huis clos, tous les autres non plus. Donc on est obligé de vivre avec. C'est décevant parce que c'est en été, on sait que on peut remplir le stade plus rapidement quand tous les supporters monégasques de France sont en vacances et qui viennent passer quelques jours à Monaco. Maintenant, voilà, on est obligé de jouer avec, hein, c'est le jeu. Et par rapport... Ligue, voilà.
Ouais, et par rapport à voilà ce monde ultra qui sont en danger, est-ce que vous le sentez ça, vous par rapport à vos déplacements, ou vous êtes évident, encore un mais petit peu ouais. je pense que tout le monde le ressent, les restrictions sont partout. Donc nous, on est là, on essaie de faire ce qu'on peut. Maintenant, le choix, en fait, c'est pour tous les groupes ultras, c'est s'adapter ou mourir. Alors, les plus gros groupes qui arrivent, à qui ça ne fait pas de mal d'avoir 30 IDS, il faut en tenir un peu plus longtemps dans une vraie mentalité ultra, en tout cas en tribune. Mais c'est vrai que nous, quand on a eu 30 IDS, en même temps, eh ben, c'est la moitié du groupe qui est dehors, quoi. Donc, c'est pas évident. Donc, est-ce qu'on s'adapte? On s'est posé la question. Est-ce qu'on arrête tout parce que le mouvement ultra ne sera plus jamais pareil? Ça, c'est une question qu'on s'est souvent posée. Mais bon, maintenant, le club repart. On a envie d'être là. On a envie de vivre des choses avec le club. On a envie que les chants qui sont vraiment pas de monégasque n'existent pas chez nous, que Monaco continue à avoir sa propre identité. Si on part, nous, demain, on sait qu'il y a des gens qui vont venir supporter Monaco et faire des hauts armes, nous sommes des monégasques. C'est particulièrement dégueulasse. Un peu ce qui se passe au Parc des Princes. Ouais, même si on n'entend pas aux armes au Parc des Princes, on n'en est pas arrivé là. Non, mais non, on entend des Hauteville Lumière, on entend des paris, des Hauteville Lumière, on entend des chants qu'on entendait à une certaine époque. À un moment. Ouais, justement, Nassim, comme il disait, il voudrait pas entendre des chants que d'autres équipes. C'est comme si tu avais un aux armes, voilà. Mais justement, ça, on a toujours fait en sorte d'avoir notre truc. Nice, ils ont que les gens veulent savoir. Enfin, chaque club a son truc et c'est vraiment important, cette identité. C'est dommage que beaucoup de groupes continuent à faire des aux armes, parce que moi j'entends aux armes, je pense à Marseille. Justement, tu penses à Marseille, je voulais une petite question, parce que j'ai entendu sur une radio proche de chez vous, tu vois de qui je parle, RMC, que soi-disant il y a même des monégasques qui n'ont pas pu aller, tellement le parquage était plein, ils ont dû refuser des places pour Monaco, c'est vrai ça? Oui, absolument, parce qu'en fait, le nouveau parquage, pour le moment des travaux à Marseille, il fait 600 places. Donc, on avait prévu jusqu'à 1100 supporters monégasques à Marseille. Forcément, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc, on a essayé de faire au mieux, de faire en sorte que les gens ne viennent pas de Lille ou de Paris exprès pour venir à Marseille et se retrouvent coincés devant la porte. Donc, finalement, on a vendu nos 600 places, et puis voilà. Et vous en avez pas pris en Gannet à côté, par exemple? Nous, on l'a fait, par exemple. Ils nous avaient donné 400 places, on avait pris 800 en Gannet, ouais, et finalement, ils ont agrandi le parquage, quoi. Et Marseille n'a pas voulu, et puis il faut voir que leur stade, toutes les autres places étaient prises. Et ça va être souvent le cas. Maintenant, vu que Monaco a fait les frais, pour avoir des gros joueurs, on sait que tous les stades vont être pleins quand on va Ah, c'est vrai, comme c'est clair. Paris. Voilà. Et quel a été votre déplacement le plus périlleux? Déplacement le plus périlleux? Personne ne me fait peur. C'est certainement Londres. Ouais, à Chelsea. Ouais. Donc ça c'est à l'époque, non, aujourd'hui des déplacements périlleux, il n'y en a presque plus. Dès qu'on sait que ça peut partir, on est entouré, donc il n'y a pas vraiment de déplacement périlleux. On sait n'importe où on peut être attendu aujourd'hui, parce qu'avec Internet, les gens se chauffent entre eux, mais on est prêt. D'accord. Et toi, tu n'as pas répondu tout à l'heure par rapport à toutes ces critiques qu'on pouvait donner sur les Ultra Monaco. Toi, ton sentiment par rapport à ça, tu n'avais pas répondu, je crois. Non, écoutez, si les gens s'amusent encore à sortir les mêmes vannes, à dire ouais c'est des inutiles, ou il n'y a personne, honnêtement, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais ça ne me touche plus. Nous, on ne cherche pas à épater les tribunes niçoises, les tribunes de Saint-Etienne, de Lyon, de n'importe qui. Nous, on essaie de faire notre truc pour notre ville avec fierté. Et je pense qu'on le fait assez proprement. C'est sûr, c'est pas parfait. Il y a des choses à améliorer, on essaye. Surtout maintenant, on sait qu'on a un nouveau public qui va arriver, de nouveaux supporters. On essaye de faire en sorte qu'ils comprennent que Monaco, c'est particulier, c'est pas comme tous les autres clubs. On essaie de faire en sorte que les gens apprennent, et on va les accueillir à bras ouverts. Et puis les gens qui auront cette mentalité ultra et qui voudront nous rejoindre, eh ben on sera parfait avec eux. Les gens qui nous critiquent, finalement, tant pis pour eux. Je pense que chacun doit bailler devant sa porte, parce que des groupes ultra en France qui sont vraiment irréprochables, il ne doit pas y en avoir 50.
Ouais, et surtout dans un monde maintenant où le mouvement ultra est en danger, il faudrait qu'on se communique plus et qu'on se serre plus les coudes sur certaines choses. Chris, tu avais une question. Non, j'ai pas une question. Je voulais réagir par rapport à ce qu'il disait, parce qu'il parlait des Niçois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a beaucoup, les vrais ultras, en fait, comment dire, vous respecteront toujours. Vous êtes pas beaucoup, vous êtes peut-être 50, mais vous êtes 50 et vous êtes. Ouais, il y a des beaux parcages quand même. Voilà. Il y a des beaux parcages, même à domicile, il y a des beaux craquages quand même. Faut avouer, quoi. Je veux dire, après. Je pense que ça, c'est le cas, et surtout, avec Nice. Il y a quand même beaucoup de respect au niveau des anciens, pour les anciens de la Brigade Sud, de la RN, de ce qu'ils font aujourd'hui. Nous, on sait, on en connaît beaucoup, on sait qu'il y a un respect réciproque. On n'a aucun intérêt, je pense, aujourd'hui, à avoir une rivalité qui soit violente ou méchante avec Nice, déjà du fait des effectifs, mais aussi parce que c'est deux clubs qui se ressemblent pas du tout. Vous avez un club qui est complètement populaire, qui est ancré uniquement, ou presque uniquement dans sa ville. Je dis pas ça pour les Niçois de Paris, mais c'est vraiment niçois, alors que nous, on a un club qui s'ouvre vraiment à toute la France, qui est obligé de par la taille du club. Donc il y a un respect, c'est deux clubs différents, on va pas se taper dessus. C'est surtout, on va dire, le club populaire contre le club bourgeois, on va dire un petit peu, quoi. Ouais, bon, ça, on aime bien dire club bourgeois à Monaco, mais c'est pas forcément le cas. Je pense que Chris voudrait venir dessus. Ouais. Alors le club populaire contre le club bourgeois. Non, ça c'est le genre de trace qu'on n'aime pas. Ouais, mais bourgeois dans tous les domaines, même au niveau, je veux dire, du budget du club. Quand tu compares les clubs, vous avez toujours eu des budgets pharaoniques comparés à nous, quoi. Au budget du club, ouais, je veux bien, bien sûr. Mais quand on parle bourgeois, quand on entend ça, non, moi je parlais à la base plus du club, en fait. Ouais, ok, y a pas de souci à partir de là, ça va. Parce que derrière, on va penser bourgeois, les ultras bourgeois, machin et tout, c'est faux. Il y a tellement. Non, mais bon, on se rappellera, tu vois, par exemple, du 4-3 Monaco, on avait une équipe toute pourrave, vous aviez, je sais plus quel joueur de fou, là, en attaque, je sais plus si c'était Adebayor ou Saviola, enfin bref. Et puis finalement, tu vois, ça a toujours été le club bourgeois, enfin, en quelque sorte, le club a des fonds qu'on n'aura jamais. Bien sûr. Contre le club populaire de la région, quoi, en fait. C'est ce qu'on entend un peu avec Lyon et Saint-Etienne aussi. Avec Lyon et Saint-Etienne, on entend un peu ça aussi parfois. Donc, puis être bourgeois, c'est pas non plus une insulte en même temps. Non, bien sûr, c'est pas une insulte, mais quand tu parlais de bourgeois, je pensais que tu parlais des supporters, et c'est un peu les bourgeois contre la pop, tu vois, donc voilà, c'est pour ça que je voulais intervenir. Non, mais même moi, je trouve que Non, mais de toute façon, le monde ultra n'appartient pas à ceux qui sont sans argent ou quoi. Déjà, le mouvement casual, c'est quand même anglais, c'est des gens de bonne famille. Enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails. Non, mais ce que je voulais dire, moi, Monaco, on n'en parle jamais. Tu vois, il y a des clubs où tout de suite ça provoque, ça insulte. Monaco, je pense qu'il y a des petites moqueries, mais c'est un club qui est quand même qui a une bonne cote en France. C'est pas un club qui est vraiment détesté. Ou qui laisse ça indifférent, c'est un club qui est bien aimé. C'est un club qui est apprécié, c'est un club qui est aimé par pas mal de monde, c'est clair. Après, là, on parle quand même du monde ultra, donc moi, je préfère quand même qu'on parle bien du groupe ultra, voilà, qu'on nous respecte. Après, derrière, que les gens aiment notre club, pas de problème, c'est avec plaisir, pas de souci. Mais ce que je veux, c'est mettre l'accent sur notre groupe, un groupe qui a quand même 20 ans. Là, j'ai à ma droite Fabien, quand même le créateur du groupe. Il y a une histoire, il y a quelque chose, il y a des vrais il y a un vrai mouvement ultra à Monaco, il y a quelque chose, c'est ça que les gens doivent comprendre. Est-ce que Fabien veut répondre à une de mes questions? Alors, à côté, il est boudant, là, il veut vous passer un petit bonjour, je vais vous le passer tout de suite. Ça roule. Le fondateur du groupe, il a 35 ans, il a à ma droite, je vous le passe tout de suite. Ça marche. Bonsoir, jeune homme, comment ça va? Bonsoir Fabien. Allô? Ouais. T'es en forme? Ouais, alors que tu veux savoir. Moi, je t'explique de suite. Hein. Moi, je suis anti-média. D'accord? Pour moi, les gens, les politiques, les putes et les médias, c'est la même chose. D'accord? Je vais prendre le Allô? Non, mais déjà, on n'est pas, ouais, déjà, Fabien, on n'est pas un gros média, hein. Et puis même si on pourrait se comparer à un média, à la rigueur, on est un média, pratiquement. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a un bip, ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas ce que c'est un problème. Ouais. Alors celui qui bip, qui raccroche, celui qui bip raccroche. Allô? Je crois que c'est Vince. Vince coupe ton truc, je crois. Pardon, non, je ne vois pas du tout. C'est quoi le bip?
Ah non, c'est une autre personne, t'inquiète pas Fabien. Donc Fabien, une petite question. Si tu peux me poser une question, c'est grand plaisir. Ouais, je voulais savoir, est-ce que tu as... Non, Stan, Stan, ouais. moi je te propose de le rappeler parce que c'est pas possible de faire une émission comme Ouais, ça. on rappelle, Je te rappelle tout de suite. Ouais, parce que là, ouais, il y a un problème. Mes amis, ça bipait de partout. Fabien qui était bouillant, donc bon, il nous a fait Non, comprendre, ouais, mais faudrait qu'il revienne là-dessus parce que il prend la parole, il dit ça, mais parce que tu vois, ça fait partie des choses où on a du mal à avoir des gens qui interviennent parce qu'ils pensent que côté un média, faudrait réagir, c'est que on est peut-être déjà on est une web radio et que des médias qui donnent la parole aux ultras, il n'y en a pas beaucoup, donc ceux qui donnent la parole, même si on était un vrai média, ça sert à rien de dire ça, quoi. Je sais pas, enfin, c'est juste. Ouais, non, mais on allait y revenir là-dessus. Moi, je sais ce que je voulais lui dire. Et à la base, on est indépendant. Et puis on est des anciens des tribunes. On va pas faire notre CV à chaque émission. Mais voilà. Après, c'est au bon vouloir de tout le monde. Hein. On n'a pas mis le couteau sous la gorge à qui que ce soit pour venir s'exprimer. Ils le font d'un bon sentiment. Donc, pourvu que ça dure, j'espère qu'on va avoir Fabien rapidement quand même. Je suis en train de le rappeler à l'instant. C'est pas la vallée Zertel. Hein, ouais, ça, mais excuse-moi, ne m'occupez pas de toi du tout, on m'était coupé, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ça. Ouais, Ah oui, j'ai un retour, mais c'est pas grave, je vais te poser la question quand même. Donc, non, parce que moi je voulais revenir. Si tu veux la poser, pose-la la question, Stan. Ouais, non, je voulais faire un petit crochet. Je sais que peut-être qu'il a fait dans le ton d'humour quand tu parlais des médias, mais c'est vrai que nous déjà on n'est pas un gros média, on est une web radio, on est indépendant, on est des anciens des tribunes, on n'est pas non plus petits rigolos qui s'amusent. C'est super, c'est super, il n'y a aucun souci. Et moi je te disais juste ma façon de voir les choses, comme ça pour mettre carte sur table par rapport à tout ça. Moi, Monaco, on est à la face cachée de Monaco, d'accord. J'ai fondé mon groupe, on a 14 ans, on a déjà 14 ans dans le truc. On est des mecs, tout le monde le connaît, on a rien du tout. On est fondé, par contre, on se ment pas. Il y a tous les mecs en France, c'est des mythos. Les mecs, c'est des mythos, c'est des bouches. La plupart des gens, c'est des bouches, ils ne comprennent rien. Ils s'inventent des vues, ils ont vu trop de films. C'est pas des gangsters, c'est pas des voyous, c'est pas des shows. Il y en a 4 par groupe. Le reste, il n'existe pas. Nous, on est tranquille, on cherche personne, on veut rien de personne, on fait notre truc. Et cette année, on va tout péter parce qu'on est gros. Parce qu'on est gros, parce qu'on a un froid et on ne sent pas les couilles. On n'a pas de moyens, on ramène tout le monde avec nous. Et en déplacement, c'est la même chose. On a créé une culture de déplacement en 20 ans que personne n'a créé. Et écoute-moi bien. On était 7 à Bordeaux en 95. Là, cette année, moi j'habite en Angleterre. Je suis revenu, c'est 3 semaines que je suis là. Cette année à Bordeaux, le 700. Voilà, sur la continuité, on est là. Personne n'a voulu nous depuis le départ. En principauté, ailleurs et compagnie, on a réussi à s'implanter. Et le plus dur, c'est de durer la chose. Et je vous dis, voilà, bonne continuation à vous, bonne continuation parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que y a beaucoup de gens qui vous mettent des bons bâtons dans la rue. Je pense que vous êtes dans le tribune de Paris. Vous avez beaucoup de difficultés également. C'est pas simple du tout. Mais quand à la fois, quand c'est terminé, il n'y a personne qui l'arrête, quoi qu'il arrive. Voilà ce que c'est. Voilà ce que j'en pense. Je passe une bonne soirée, puis bonne continuation. À plus les gars. Ciao. Merci Fabien. Donc Fabien, moi, il était cash. Ouais, Chris, de nouveau combiné. Voilà. J'aurais pas pu lui poser On a essayé de le calmer au maximum. On l'a retenu vraiment au max du max. Elle était calme. Hein. Donc voilà, désolé. Il était calme là. D'accord. Ouais, il était calme. Ah ouais. On a vu qu'il était sans surchauffe, donc on l'a calmé. Donc voilà, c'est bon. Elle va bien, elle rigole, tout va bien. Voilà. Non, mais pour passer Nassim qui veut reprendre le combiné. D'accord. Ah non, a priori, il me dit que non, donc je reste au comité. Non, mais moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je disais à Stan quand il a pris la parole, c'est Fabien, il me semble. Ce qu'il faut, je suis d'accord qu'on soit méfiant, mais même nous, en tant que web radio, qui sommes proches des ultras, qui essayons de donner une bonne image des ultras, on a du mal à avoir des supporters qui viennent s'exprimer, mais il faut pas être sectaire envers même les grands médias. Faut profiter de prendre la parole, je pense. Faut en profiter. Le problème, c'est qu'on est tous anti-médias parce qu'on sait quelle merde à chaque fois ils nous montrent. Et le problème, c'est que les gens ils comprennent que dans notre émission, on essaie de voir. Mais on se bat contre les tribunes, on essaie vraiment de donner la parole. On se bat contre les amalgames, donc faut pas qu'on en fasse non plus. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac, tu vois ce que je veux dire. C'est bien sûr, mais là, c'est bon, il a expliqué. Non, mais il n'y a pas de souci, Non, moi, j'aime bien.
à l'émission, c'est justement parce que on savait que les choses qu'on allait dire n'allaient pas être déformées par les médias. Parce que avec l'expérience qu'on a avec les médias, c'est carrément dégueulasse, quoi. Vous leur dites un truc, ils vous transforment tout, et derrière, on passe pour des cons, tout le monde passe pour des cons, le mouvement ultra, nous, le travail à la con, on passe tous pour des cons. Donc là, on a accepté, il n'y a pas de souci, on parle, il n'y a aucun problème. Aucun problème. D'ailleurs, merci, c'est grâce à nos partenaires qu'on a eu Nassim, parce que la Grinta qui avait interviewé Nassim, et donc c'est grâce aussi à la Grinta qu'on a pu vous contacter. Et, c'est la première fois dans l'émission qu'on a des ultra monégasques. On vous remercie d'ailleurs. On vous remercie de nous avoir fait confiance. Nous, on lutte pour ce mouvement ultra pour jamais qu'il ne meure. Donc nous, on est à fond derrière les Ultras Monaco. Plus vous ferez du bruit à l'extérieur ou à la maison, plus vous montrerez une bonne image du monde ultra, entre guillemets, parce que maintenant on n'a plus le choix. Il faut qu'on montre une bonne image. Eh ben c'est tout ce qui compte maintenant. Après, il y a beaucoup de petits jeunes qui ont 18, 19 ans, et bien sûr qu'il y a des ultras à Monaco, ceux-ci. Mais voilà, c'est comme ce sont des petits jeunes. Après, comme disait, voilà, il y a des anciens qui savent qu'il y a des groupes depuis 20 ans qui perdurent, qui survivent et qui vivent. Donc, on va pas vous embêter plus longtemps. Vous êtes dans une bonne soirée bouillante, les amis. On vous remercie, franchement. Merci Chris, merci Nassim, merci même Fabien. Vous revenez quand vous voulez, les mecs. Justement, Stan, à la maison. J'allais proposer, j'allais leur proposer comme le déplacement au parc bientôt, s'ils veulent venir parler voir la différence qu'il y avait avec les déplacements avant 2010. S'ils veulent venir en parler, ils sont les bienvenus. Là, le déplacement au parc, c'est un peu le sujet au bout du jour. On ne sait pas trop ce qu'on va faire parce que c'est vrai que voilà, par rapport à tout ce qui se passe, on sait pas. On va voir si on fait le DEP, si on vient en parkage, on va voir, on ne sait pas encore trop. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous repasser Nassim. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'est très gentil. Je voudrais juste faire un petit coucou à mon pote Pierre-Alain qui fait partie de la DSM, c'est un ami d'enfance. Je lui fais un petit coucou, une bise et voilà, je vous repasse Nassim. Merci à toi, à bientôt Chris. Ciao. Ouais, juste rapidement pour vous remercier de nous avoir bien reçus. On est très heureux de pouvoir parler un peu de notre groupe, un peu aux autres ultras de France, aux gens qui vont écouter cette émission. Voilà, pour voir qu'on est en fait un peu comme tout le monde, même si notre club est particulier et qu'on la répression, on la vit ensemble. Donc merci beaucoup à vous et longue vie à votre émission. Je peux juste lui poser une question par rapport au déplacement à Paris. Parce que je sais pas s'il a eu des informations, mais hier, moi, j'ai appelé au parc et on m'a annoncé un tarif de 50 € en parkage visiteur. Je voulais savoir si lui, il avait eu des infos. Non, j'ai un ami, vas-y, mais j'ai un ami qui voulait y aller. Il m'a dit aussi, il m'a parlé d'un prix de 40 € pour PSG Monaco. Moi, j'ai eu 50 pour PSG Nice, alors je sais pas s'il a des infos, lui aussi. Ouais, en fait, on nous avait annoncé 60 € en début de saison, et puis la SM a négocié. Finalement, ils ont fait 40 € et ça sera 40 pour les supporters parisiens à Monaco aussi. Et tu peux rappeler le prix que c'était avant le Qatar, quand vous veniez? C'est 15 il y a quelques années, on payait pas plus de 15 €. Ouais, c'est ça. Il y a 3 ans. ouais. C'est l'inflation, c'est les coûts de la vie. C'est la crise, les amis. Il faut renflouer les caisses de l'État. C'est vrai que l'année dernière, on avait dans le style de Ligue 2, c'était 5 € la place. Après, c'est pas la même chose. En Ligue 1, on vit d'autres choses quand même. Et on est en train de prouver que Monaco n'est pas des bourgeois parce que c'est pas une équipe de bourgeois vu qu'on leur fait la place à 40 € alors que vous, les Niçois, vous la fait à 50. C'est le message. Voilà, c'est abusé, là, carrément. 50 € la place. À bon entendeur. Mais ils sont sérieux sur ce coup-là, 50 € la place, mais franchement, putain, je suis sérieux. Déjà, le DEP, il coûte un bras déjà pour monter là-haut. En plus, 50 € la place, c'est cool. Et nous, même, chez nous, les ultras de Monaco, on a eu beaucoup de gens qui voulaient boycotter ce déplacement depuis le début. Donc nous, on a dit à chacun, écoutez, ceux qui veulent boycotter, vous boycottez. Ceux qui pensent qu'ils doivent être là pour assurer un minimum de cohérence dans notre tribune, parce que de toute façon, il y aura des supporters monégasques. Vous y allez, donc on a laissé le choix à chacun. Pour ma part, je ne serai pas là. Moi, je serai la semaine d'après à Reims et un peu partout, mais le parc, je ne le fais pas cette année. T'as bien raison. Faut boycotter maintenant ce Parc des Princes et ce PSG, ça peut leur faire que du bien. Merci encore Nassim de nous avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance, et tu reviens quand tu veux, avec même Fabien, il est le bienvenu. Donc vous êtes comme à la maison ici.
Merci beaucoup à vous et bonne suite d'émission. Bonjour aux intervenants d'Arsenal et Denis après. Merci. Merci à toi, merci Nassim. Allez, bonne soirée les mecs, ciao. Bah, justement, Bonne soirée, au revoir. au revoir. Justement, Stan, j'appelle Vince parce que c'est lui qui va appeler. Donc je vais récupérer son appel. Donc il n'y a pas de souci, Vince, si tu veux appeler. Donc on rappelle, c'est le président des Arsenal Supporters Club France. On avait reçu John il y a 1 ou 2 semaines déjà. Donc là, c'est le président qu'on va recevoir. Donc Vince t'appelle et puis tu passes à l'antenne quand tu veux là. On t'attend. À toi, Stan. Est-ce que Vince est parmi nous déjà? Non, mais il va appeler. Ah non. D'accord, donc comme tu le disais, il va nous parler un petit peu du club supporter d'Arsenal en France. C'est vrai que John il nous en avait un petit peu parlé, mais pas trop dans les détails. Donc on va essayer de rentrer un peu plus dedans. Bien sûr, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite interview? On fait une petite aparté, on va dire en gros des ultras comme tout le monde, quoi, des mecs ni plus ni moins comme tout le monde. Moi, je tenais à dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que nous on est à côté, c'est vrai qu'il y a ça charrie beaucoup entre les deux, mais c'est vrai qu'à la base ça reste des ultras, même s'ils sont pas beaucoup, ils sont toujours là, ils se bougent le cul, et depuis 1994 ça fait quand même quelques années. Donc voilà, ça mérite le respect comme tout groupe. Ça me fait penser un peu aux Indians, ils sont jamais beaucoup non plus, ils sont 100, 200, mais pareil, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Donc c'est des groupes, voilà, il faut les respecter. Je pense qu'ils sont beaucoup charriés sur le net. On entend beaucoup Monaco, ça fait rire. Après, ouais, moi, ce qui me fait rire, c'est tous les footix ou les lynx qui vont se greffer dessus. Mais à la base, voilà, le noyau qui est mérite quand même le respect, je pense. On est bien d'accord. La même chose pour moi, ouais, respect à eux, c'est des ultras et voilà, ils sont là et respect aux mecs depuis 94 qui supportent leur club. En plus, comme ils l'ont répété à Monaco, c'est encore peut-être moins facile qu'ailleurs, donc respect à eux et bonne continuation à eux. C'est clair. Xavier, un petit mot par rapport à ça? J'ai envie de te dire, ça fait un groupe d'ultra en plus qu'on n'avait jamais reçu, et donc ça fait plaisir parce qu'on dit tout le temps qu'on aimerait bien les recevoir des groupes différents, comme on nous reproche des fois de parler beaucoup de Paris, ce qui est vrai, et c'est bien qu'il y ait un nouveau groupe qui soit venu s'exprimer, et comme je le dis à chaque fois, j'appelle tous les groupes qui sont jamais venus à venir, parce que voilà, ça prouve que c'est l'émission qui donne la parole à tous les ultras et tous les supporters, et c'est bien qu'on les ait reçus. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bon, il y a Fabien qui nous a un peu chamboulé, qui nous a secoué là. Franchement, tu sais quoi, heureusement qu'on fait de la web radio, parce que tu fais ça en studio, c'est bon, il arrive, il nous bombe tous, je crois. Là, tellement il était chaud. Ouais, c'est sûr qu'il est pas dépressif, il est en forme lui. Hein. Voilà. Vas-y, Guillaume. Non, mais c'est un sudiste, ça monte vite en pression, c'est pour ça. Ouais, on a tous le sang chaud, c'est comme ça, les ultras ont le sang chaud. Ce qui est marrant, c'est il nous a dit qu'il aimait bien l'émission, que c'est bien ce qu'on fait, mais il est arrivé, on aurait dit qu'il était en colère. C'est ça qui est bon. Ah, mais carrément. Je suis en train d'appeler Stan. Ouais, y a pas de souci. Non, mais c'est marrant. Au moins, c'est l'émission, on peut dire qu'on est sans langue de bois et on donne la liberté d'expression, que ce soit sur Facebook, parce qu'on me reproche souvent en off, ou on m'envoie des messages sur Facebook. Ouais, il y a des mecs, faudrait les virer et ceci. Je peux pas virer tout le monde déjà. Ça, c'est des petits messages pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs. Si je prône la libre expression, je vais pas commencer à censurer des gens. Donc, c'est un risque. Ça peut pas plaire, ça peut plaire, c'est comme ça. Au moins, le Fabien, il était sans langue de bois, lui. Voilà, bien sûr. Il aurait voulu rester toute l'émission, il y a pas de souci. Bien sûr, après, à un moment donné, il faut aussi, relativiser. Mais on est là, sans tabou, on est entre mecs, on est entre couilles, comme on dit. Donc, on parle sans langue de bois. Salut Vincent, t'as dû passer un bon petit moment, une première partie assez longue, mais sympa. Bonsoir tout le monde. Non, c'était très sympa à écouter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc on va revenir un petit peu sur ton groupe. C'est toi tu es le président. Tu es le président du groupe. Donc Arsenal Supporter Club France. Donc tu peux nous faire une petite biographie de ce groupe. C'est un club de supporters, le premier club de supporters d'Arsenal en France, qui a été créé en 2004, donc il y a bientôt 10 ans.
Donc c'est un club de supporters reconnu par Arsenal. J'ai repris l'association en 2008, c'était 2008. Et donc le but, donc maintenant il y a beaucoup de clubs de supporters étrangers de clubs comme Arsenal. On a dans quasiment tous les pays européens et dans de plus en plus de pays dans le monde. Et le but c'est d'avoir de rassembler un maximum de supporters français, de leur permettre de vivre leur passion au mieux possible, d'obtenir des places pour les matchs. Sinon, on essaie de se réunir le plus souvent possible dans les pubs pour voir les matchs. Et donc voilà. Et moi, j'ai une petite question, Vince, parce qu'on avait reçu John, ton ami, il y a 2 semaines, et il m'a dit qu'il s'était un peu trompé dans la mission sur les tarifs à Arsenal. Il disait que c'était pas si cher que ça, et après l'émission, quelques jours après, il m'a dit que c'était un petit peu trompé dans les chiffres au niveau des abonnements ou les places. Tu confirmes que les places sont quand même assez chères? Ouais, les places sont plus chères que par rapport à, je vous entendais parler de la France tout à l'heure, les prix c'est autre chose, ça commence à rassembler de plus en plus à l'Angleterre, c'est vrai. Mais le souci avec l'Angleterre, c'est qu'il y a déjà à Londres, c'est différent du reste de l'Angleterre. Londres c'est plus cher qu'ailleurs en Angleterre. Déjà que l'Angleterre c'est plus cher en général qu'ailleurs, mais donc ça fait des prix assez élevés. Nous on a des places en clock hand upper tier, donc en haut sur le virage de droite. Je sais pas si vous arrivez à voir en fonction du tunnel Emirates, c'est à droite. Et là-haut c'est pas les moins chers qu'on a, donc mais on arrive à avoir les places en fait en Angleterre sont divisées par catégorie. Catégorie A c'est les prix les plus gros matchs, les prix les plus chers. Catégorie B c'est au milieu et catégorie C c'est ce qui est le moins cher. Et en catégorie C on peut avoir des places à 23 pounds. Nous, on peut avoir des places à 43 € par exemple en catégorie C. Après, c'est sûr que quand on va voir un match contre Chelsea, contre Manchester United, un match de Champions League contre Barcelone ou ce genre de choses, ça monte facilement jusqu'à 105 €, quelque chose comme ça. Stan, avant de te donner la parole, tout à l'heure, tu as dit qu'ici on était entre hommes, mais je tiens à dire sur le chat, il y a Mamenissa et Laurence qui sont pas contentes. Enfin, surtout Mamenissa qui a demandé qui c'est qui avait dit ça. Donc, il voulait dire que ici on entre, t'as dit entre couilles. On est entre, alors qu'il y a des femmes sur le chat. Donc, on parlait des gens qui sont à l'antenne, bien sûr, pas sur le chat. Voilà. Mais non. Et juste qu'elle se rassure. Moi, j'ai juste une petite question avant de laisser Stan parler. Par rapport, toi, Vince, j'avais posé la question à John l'autre fois. On parle beaucoup souvent qu'en France, il y a eu une période où Arsenal, comme il y avait des joueurs français, il y en a beaucoup qui se sont découverts l'amour d'Arsenal, d'être supporter. T'en penses quoi de ça? Et qu'est-ce qui t'a fait aimer Arsenal, toi? Comme on va dire comme les autres, je vais pas mentir, je vais pas me créer. Non, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a beaucoup de supporters, par exemple irlandais qui sont mis à supporter Arsenal à l'époque de Lion Bally ou de Pat Rice. Je veux dire, on commence tous à supporter pour une raison, surtout quand on n'habite pas dans la ville du club. La raison pour nous, faut pas se le cacher, c'est forcément, c'est la plupart du temps, c'est Arsène Wenger et les joueurs français. C'est un élément déclencheur qui fait qu'on suit cette équipe et après on tombe ou pas amoureux de cette équipe. Mais oui, moi ça a été ça. À l'époque, il y avait Arsène Wenger, il y avait Thierry Henry, Robert Pires, avant il y avait Nicolas Anelka et Patrick Vieira. Donc oui, forcément ça a été un élément déclencheur, mais après on commence à connaître mieux le club et à avoir autre chose que les joueurs français. Et moi assez rapidement j'ai vraiment accroché et j'ai eu cet attachement au club et avec ou sans les joueurs français, il y a aucun souci, c'est l'amour, c'est pas le même quoi. Et vous faites tout en ce moment, bon, il y a pardon. Non, vas-y, fini, pardon. Non, je disais, ces dernières années, il y a un peu moins de joueurs français, même si on a récupéré Giroud l'année dernière et là on a encore récupéré Flamini. Il y a Koscielny aussi, voilà, ouais. Mais voilà, je pense, c'est un élément déclencheur, je pense, pour la plupart des supporters français d'Arsenal qui sont dans mes âges à peu près, qui ont une vingtaine. Et mais c'est pas la seule raison pour laquelle maintenant on supporte ce club, sinon on aurait supporté Newcastle. Oui, c'est sûr, oui. On reste pour Arsenal pour le moment. Mais par rapport à la France, t'as jamais eu un club d'adoption, de cœur, de résidence, de naissance? Tu t'es intéressé tout de suite à l'Angleterre ou?
Non, non, forcément, je me suis intéressé parce que j'ai toujours été passionné de football, mais je me suis intéressé aussi au club en France. J'ai jamais supporté, en fait, j'ai suivi des clubs, j'aimais bien Auxerre, quand j'étais plus jeune. Et je pense que c'est ce qui m'a fait un peu aussi aimer Arsenal, parce qu'il y avait un peu ce côté stabilité, formation des jeunes joueurs, ce côté stabilité que je retrouvais à Arsenal à l'époque avec Arsène Wenger. Et je trouve que c'est important dans le football. En gros, t'aimes les petites équipes, t'aimes les petites équipes, Auxerre, Arsenal. Non, je dis ça pour Ludovic, qui est en off et qui est supporter de la Juve. C'est une blague, hein, bien sûr. Et vous y allez souvent au c'est le Emirates Stadium qui s'appelle. À l'Emirates Stadium. Vous y allez on y va autant que possible. Par saison à peu près. Ouais, on y va. Honnêtement, maintenant, je vais plus en plus souvent à l'extérieur parce que les ambiances sont encore meilleures. Mais on y va. Moi, j'essaie d'y aller 4-5 fois dans la saison là-bas. Après, c'est vrai que le déplacement est cher. Les places coûtent cher, comme j'ai dit. Et je privilégie de plus en plus les places à l'extérieur. Je vais aller à Marseille, je vais aller à Dortmund. Ouais, c'est ce qu'il a dit John. D'ailleurs, il viendra en parler toi aussi. Tu pourras revenir si tu veux. Parler des déplacements à Marseille, à Dortmund. Là, c'est vrai que ça va être c'est vraiment le top. Ça crée de bonnes ambiances, à mon avis. Bah, en fait, en Angleterre, je trouve que surtout, c'est vraiment marquant pour Arsenal. Les supporters sont vraiment plus à l'aise et plus bruyants à l'extérieur. Hein. C'est vraiment impressionnant, Arsenal à l'extérieur. J'ai été à Fulham en tant que supporter d'Arsenal et c'est vraiment autre chose. Et puis c'est toujours une expérience super de faire un déplacement avec tous les fans de son équipe et partager comme ça une expérience à l'étranger. C'est génial. J'ai été à Gelsenkirchen l'année dernière aussi. C'était une super expérience. Et tu penses qu'il y aura beaucoup de supporters d'Arsenal au Vélodrome, tu crois, toi, ou tu penses à combien de chiffres? J'y étais allé la dernière fois, il y a 2 ans. On avait quasiment rempli tout l'endroit là pour les fans d'Arsenal. On l'avait rempli, oui. Arsenal déplace beaucoup les foules. Hein. Je sais pas si les gens se rendent compte, parce qu'on a l'impression quand on regarde les matchs à l'Emirates que c'est pas les plus grosses ambiances d'Angleterre ou d'Europe. Mais il y a énormément de gens qui suivent Arsenal en déplacement et à chaque déplacement, même à l'étranger, il y a énormément de fans d'Arsenal. Ouais. C'est complet à chaque fois, c'est difficile d'avoir des places, donc il faut se dépêcher assez rapidement. Et là, j'espère qu'on aura assez de place pour Dortmund et Marseille. Mais il y en a beaucoup qui parlent qui idéalisent un peu l'ambiance en Angleterre. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une ambiance pas si forte que ça, un peu aseptisée. D'ailleurs, quand il y a les Français qui viennent en déplacement, on les entend souvent en Angleterre. T'en penses quoi de l'ambiance anglaise? C'est une fausse idée que j'ai, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une ambiance si formidable qu'on veut nous faire croire. Bah, comme je le dis, en fait, quand les clubs français viennent en Angleterre, je suis pas surpris qu'ils se fassent entendre parce que tous les clubs, quand ils sont à l'extérieur en Angleterre, c'est pareil. Quand les fans d'Arsenal vont à Liverpool, on entend que les fans d'Arsenal à Anfield. Et pourtant, on a tous cette image d'Anfield, stade mythique avec l'ambiance incroyable. Mais en Angleterre, il y a toujours une supériorité des supporters extérieurs. C'est assez étonnant. Parce que à domicile, c'est pas le même public peut-être qu'à l'extérieur. À l'extérieur, les gens sont plus jeunes. J'ai vu une stat assez intéressante, c'est qu'à l'Emirates, la moyenne d'âge est de 49 ans. Non, et puis il y a aussi que ce qui est fort en Angleterre, c'est les chants. Ça chante pas tout le match, mais quand ça chante fort, quoi. Peut-être. Voilà, exactement. Là, je vous entendais parler d'ultra. C'est pas du tout la même culture qu'à Nice ou peut-être à Monaco, où c'est peut-être une culture italienne ou française, mais c'est vraiment différent l'Angleterre. Il n'y a pas de drapeau, il y a à part à Liverpool, mais en général, tout est basé sur le chant. Pas de tifo, rien, pas de feu d'artifice, quoi que ce soit, pas de fumigène. Tout est dans le chant. Et il y a énormément un répertoire assez impressionnant au niveau des chants. Il y en a eu un peu là, un ou deux chants. Ce week-end, Stan, t'as mis une photo sur la page de l'émission, c'était Liverpool, Manchester United, ouais. Ouais, c'était les 100 ans. Non, ouais, super tifo, mais bon, c'est Anfield, hein, c'est le COP. Hein. COP. Anfield, c'est un peu différent, ouais. Eux, ils ont droit au drapeau. Nous, on a toujours cette difficulté avec les drapeaux. On a les nôtres, mais il faut toujours que ça ne dépasse pas, pour ne pas que ça gêne les gens qui sont en dessous, tout ça. C'est toujours un peu la problématique en Angleterre. C'est pas la même culture. Les gens ont toujours eu l'habitude de soutenir leur équipe à travers les chants, pas à travers les drapeaux ou quoi que ce soit. C'est assez rare, quoi. Donc, c'est différent. Ouais, Chris, t'avais une question? Ouais, si on parlait ballon, Mesut Özil. Voilà, alors, c'est vraiment
La super nouvelle. On a déjà eu on était déjà super content d'avoir gagné contre Tottenham, victoire 1-0, c'était vraiment génial. Toujours un match qu'on redoute à chaque fois dans la saison, parce que, on redoute et en même temps, quand on gagne, c'est vraiment génial, mais on a toujours peur de le perdre, ce match-là. C'est le derby, quoi. Et donc, on a gagné contre les Spurs 1-0, et ensuite, le lendemain, on a récupéré ce joueur, qui est vraiment un joueur fantastique, qui est, sans conteste, la meilleure recrue qu'on ait faite depuis Bergkamp, il y a pas mal d'années maintenant. Mais justement, il y a Guillaume, t'avais une question, il me semble, non? Non, c'était juste pour confirmer qu'effectivement, la victoire contre Tottenham, c'était parce que moi, je suis aussi Arsenal assez assidûment, et c'est vrai que le match contre Tottenham, c'est vraiment le gros derby de Londres, et ça fait toujours plaisir de le gagner. Et moi, je voulais rebondir. Vas-y. Non, je voulais rebondir là-dessus moi aussi, parce que en fait, on parlait de l'ambiance à l'Emirates, mais les matchs contre Tottenham, c'est vraiment autre chose au niveau de l'ambiance. Là, c'est vraiment une grosse ambiance. J'ai fait trois derbys à l'Emirates contre Tottenham, 3 North London Derby, comme on les appelle. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, c'était des matchs fantastiques déjà. Je crois que c'est la rencontre en première ligue qui a le plus de buts. Donc j'ai vécu un 5-2, un 3-0, à chaque fois des victoires, et des victoires vraiment fantastiques. Et il y a une belle ambiance, il paraît, à Tottenham aussi. Hein. Il paraît que c'est une des meilleures ambiances. Tottenham est connu pour ça aussi, à domicile, ils ont de l'ambiance. Ouais, non, je voulais te poser une question, comme il disait Chris, parlons de ballon, 30 secondes, parce que je voulais envoyer une petite pique à John, avec nous l'autre fois, et qui aime pas spécialement Olivier Giroud. Il dit il m'a même dit oui, il est bon parce que c'est encore le mercato, mais après il va baisser le pied. Toi, t'en penses quoi de Giroud? Non, moi j'aime beaucoup Olivier Giroud. Je trouve qu'il prouve cette saison que finalement il peut devenir ce grand attaquant européen. Après, c'est un joueur assez, ça sera pas un Van Persie. Il a pas la technique de Van Persie, il l'aura jamais. Mais il peut s'inspirer de ce qu'a fait Drogba à Chelsea, je pense, un attaquant très physique. Et qui peut marquer pas mal de buts. Là, il est sur une bonne lancée. S'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, il sera pas loin du meilleur buteur. Après, on aura forcément besoin d'un autre attaquant à Arsenal dans le courant de la saison, parce qu'on n'a pas pu le recruter cet été. À vous. Une question à l'anglais, enfin au faux anglais, on va dire. Yes, of course. On dirait Arsène Wenger quand il parle anglais. Ouais. Est-ce que Arsène Wenger est assez proche quand même de ses supporters, franchises, ou vraiment pas? D'accord. Une question difficile. Nous, on l'a jamais rencontré en fait. Mais je pense que c'est difficile parce que Arsenal, c'est un club qui est mondialement qui est supporté dans le monde entier. Arsenal a fait une pré-saison en Asie et il y avait énormément de monde dans les stades. C'était impressionnant. Donc il peut pas être plus proche de certains fans que d'autres. En général, il y a toujours des événements où il peut être en contact des fans au niveau des Members Day, on appelle ça en Angleterre, c'est pour les abonnés, une journée où l'entraînement est ouvert au public et où les fans peuvent discuter avec les joueurs et les entraîneurs, tout ça. Mais en règle générale, oui, c'est plutôt difficile pour entrer en contact avec lui. Nous, en tant avec la SCFR, on a eu la chance, il y a 3 ans, je crois maintenant, de pouvoir rencontrer les joueurs et de leur offrir un trophée de joueur de la saison. Bon, à l'époque, c'était Nancy. Mais on a pu rencontrer Alex Song, Jack Wilshere sur le terrain de l'Emirat. C'était vraiment une expérience vraiment sympa. Donc, on a toujours des opportunités pour être en contact des joueurs, mais Arsenal est tellement un club mondialement supporté et que c'est difficile d'avoir cette chance-là, quoi. Beaucoup de supporters aimeraient être à notre place. J'ai une question sur le chat. Pour toi, il y a Guy PG 2010 qui me demande est-ce qu'il reste des vrais ultras à Arsenal? Comme je l'ai dit, l'ultra c'est vraiment, je pense, spécifique plutôt à la culture italienne. Je ne sais pas si je me trompe. La culture anglaise c'est différent. Qu'est-ce qu'on entend par ultra? Est-ce que c'est un mouvement contestataire contre le club ou... Non. C'est des groupes de supporters avec des drapeaux. Je pense qu'il y en a plus vraiment comme en France, Hambourg, Mégaphone. Oui, voilà. Oui, on a un groupe qui s'appelle Redaction, qui est une espèce d'association de supporters qui se regroupent. Ils sont en North Bank, en bas, pour justement lancer les chants
Ils ont plein d'initiatives. Par exemple, pour le derby, ils avaient mis un drapeau avec le 49 en gros dessus, référence il y a 10 ans aux 49 matchs invaincus. Je sais pas si vous vous en rappelez. Où Arsenal avait fait 49 matchs sans perdre. Et donc oui, ils ont pas mal d'initiatives comme ça, et c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. On essaye toujours, moi aussi avec mon association, de faire en sorte d'améliorer l'ambiance, mais c'est difficile parce que tout le monde est un peu dispersé dans le stade. Et c'est pour ça que Red Action essaie de réunir un maximum de fans qui veulent faire du bruit dans la même zone. Donc on a compris que t'es pas vraiment du monde ultra, hein, parce que c'est vrai que t'as demandé ce que c'était un groupe ultra, donc on peut pardonner parce que t'es pas vraiment ultra et t'es venu parler dans l'émission. T'as plus l'habitude de parler football, quoi, en gros. En fait, nous, on vit notre passion de supporter. On supporte, mais on s'est jamais posé la question de ultra. Ça me paraît plus un nom pour des supporters français ou italiens. Mais c'est intéressant. Jamais on entendra parler d'ultra. On parle d'ultra. Si on parle d'ultra, c'est intéressant d'entendre ça. Quelqu'un qui suit pas trop le mouvement ou qui est pas habitué de la mission. On parle d'ultra. Tu vois ça comment? Si on dit dans la rue, c'est quoi l'ultra, par exemple? Ouais, moi, je voyais ça comme un mouvement. Un mouvement contestataire, alors, et un mouvement maintenant de supporters qui viennent supporter le club, et tout l'inverse du spectateur dans le stade, de supporters qui viennent vraiment pour supporter leur équipe, faire du bruit et manifester leur soutien de façon plus bruyante que les tribunes présidentielles, par exemple. Voilà ce que ça m'évoque, ultra. Ah oui, à part que c'est pas trop dans la contestation. C'est pas que de la contestation. À une certaine époque, on peut dire, ouais, ça a changé. Enfin voilà, c'est vrai que ça a pris un autre tournure. Maintenant, ultra, c'est un petit peu le football populaire, hein, maintenant. Hein, ces années-là, voilà, populaire. On va dire, on va limiter ça comme ça. Mes amis, dernière petite question pour notre ami, parce qu'on est sur le timing. Xavier, Chris. Je crois que j'ai utilisé mon droit de parole, je crois. Hein. Donc je vais laisser les autres en poser quand même. Ah mais moi je veux bien récupérer ses coordonnées parce que comme j'ai dit, moi Tu tombes amoureux? Ouais. En direct, les amis, en direct, hein, c'est ça le charme de l'émission aussi. Il y a des membres, il n'y a pas de souci. Il s'en rappellera certainement, mais moi j'ai eu mon premier maillot d'Arsenal quand c'était encore Dreamcast le sponsor, donc ça remonte pas. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'habiter 7 mois à Londres et j'ai pas pu aller voir un match à l'Emirates malheureusement. Donc c'est effectivement un truc que je ferais bien. Donc voilà, s'il y a moyen d'avoir ses coordonnées pour qu'on essaie de faire un truc, moi ça me... Aucun souci. Oh là là. Est-ce que dernier... Oui, allez-y. Non, fini, excuse-nous, on te coupe depuis tout à l'heure. Ouais, mais l'anglais est discipliné, n'empêche. Enfin, l'anglais, entre guillemets, hein. Je vois, il s'arrête tout de suite. Hein. Gentleman. Ouais. Normal. Moi, dernière petite question. C'est vrai qu'en France, nous, on a l'habitude de dire, bon, Arsenal, c'est un peu le club de losers. Ça démarre toujours à fond les ballons en début de championnat. Après, ça s'essouffle. Depuis quelques années, ouais. Hein, c'était pas ça. Non, mais voilà, est-ce que c'est un petit peu ce sentiment qu'on a en Angleterre, Arsenal, c'est un petit peu les losers de Londres. Bien sûr. On va en voir. Excuse-moi, alors être en langue de bois, ça paye plus. Non, mais il a raison. Non, c'est une bonne question. En fait, ces dernières saisons, ça fait 8 ans maintenant qu'on n'a pas gagné un titre et bon, le souci en Angleterre, c'est que il n'y a pas que, comme il y avait une époque en France, juste Lyon ou juste maintenant PSG, Monaco. Il y a Manchester City, Man United, Chelsea. C'est super compliqué. Il y a une grosse concurrence depuis maintenant 8 ans. Et c'est vrai qu'il y a une frustration parce qu'on aurait aimé avoir plus de titres. On avait été habitué à avoir pas mal de titres chaque année, les doublés, les choses comme ça. Et à partir de 2005, on a rien gagné. On a connu des finales de coupe de la Ligue, tout ça. Et malheureusement, on n'a pas pu gagner ce titre qui nous manque. Et plus les années passent, plus les médias en rajoutent. 8 ans sans titre, blablabla. Donc ouais, c'est une frustration et ça a créé pas mal de mécontentement, de frustration auprès des fans.
et qui aurait pu tourner encore plus quelque chose de plus fort cet été s'il n'y avait pas eu le recrutement de Ville qui apporte vraiment beaucoup d'espoir aux supporters. Moi, j'ai Stan, j'ai une dernière question qui sera excellente, excellente comme d'habitude. Je plaisante. Oui, on est tous oui. Je plaisante. Ouais, justement pour rebondir sur la question à Stan, qui était pas trop mal, on va dire. Depuis qu'Arsenal a des résultats moins bons. Donc tu disais que ton groupe il est là depuis 2004 et donc depuis 2005 je crois Arsenal ne gagne plus rien. Est-ce que tu as vu le nombre d'adhérents ou d'amoureux pour aller au stade diminuer ou ça reste pareil ou voire augmenter? Bizarrement on peut même dire que ça a augmenté parce que entre temps je ne sais plus si c'est en 2008 aussi il y a un autre club de supporters qui s'est créé et nous on a un peu plus de place qu'à l'époque. Et eux, ils ont quasiment autant de place que nous, enfin autant de membres que nous, pardon. On a autant de membres qu'à l'époque, nous aussi. Donc, ça pèse pas. C'est ce qui est étonnant, parce qu'on pourrait croire que les gens sont vraiment intéressés par le titre quand ils viennent, quand ils veulent devenir membres de l'association. Et en fait, non, ils sont vraiment intéressés par l'équipe et par le club et voir jouer l'équipe. Après, nous, on essaie vraiment de privilégier les gens qui sont supporters plutôt que les gens qui viennent juste pour voir un match d'Arsenal en tant que spectateur neutre. Après, c'est toujours possible pour ces gens-là d'adhérer, mais on essaie un maximum de privilégier parce qu'on a beaucoup de demandes. On a un club d'abord de supporters et c'est important qu'il y ait du bruit au stade pour l'équipe. C'est important. Merci. Ouais, non, parfait. T'as été comme John. T'as été parfait. Non, meilleur. Cool. Parce qu'il est cool. Meilleur que John. Meilleur que John. Meilleur que John. D'ailleurs, je vais battre le bonjour. Voilà, et tu pourras lui dire qu'il reviendra plus. Hein, donc, non, merci à vous deux. Vous êtes des livres ouverts des supporters d'Arsenal. Donc, ouais, bah tu reviendras. De toute façon, vous reviendrez. Il y a la Ligue des Champions en prévision. Il y a pas mal de trucs. Vous reviendrez. Longue vie à ton groupe. C'est quand tu veux. Merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous et puis bonne soirée aussi aux autres clubs de supporters qui sont passés et qui passeront dans l'émission. Merci. Salut Vince. Merci ciao. Vince. À bientôt. Ciao. Mes amis, on est sur le timing, on est sur les starting blocks, hein, on vient juste on passe directement du côté Nissa. On fait un petit peu le tour de la Côte d'Azur. Hein. Il fait chaud, hein, il doit faire 35 degrés là-bas, donc on est bien. Non, on va pas donner la parole à Chris Nissa. Hein. On l'a assez entendu la semaine dernière. Hein. Nous allons revenir sur Guillaume qui a une particularité, c'est qu'il est président de la Sessium Parigi, ce groupe de supporters niçois à Paris. Donc merci Guillaume, et j'espère que ça n'a pas été trop long pour toi cette émission. Non. Merci. Alors là, tu es en mode David Guetta. Ouais, t'as sorti les platines, tu fait un petit mix, allez on y va, c'est parti. Et pourtant, j'ai rien touché. Là, ça va, c'est bon. Bon ça va, c'est bon. Donc petite question qu'on avait posée à nos auditeurs, à nos invités de la semaine dernière, qui étaient Mélissa et Laurence. La fin du stade du Rail, tout ça, pour toi, c'est la fin des temps, c'est la fin de quelque chose. Non, c'est sûr, c'est la fin. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Ouais, moi, je suis rentré, surtout moi en tribune sud. Hein, je suis un ancien de la BSN, donc je suis rentré en tribune sud. J'avais 16 ans, j'en suis sorti, j'en avais 25. Donc voilà quoi, j'ai grandi dans cette tribune, j'ai grandi dans ce stade. Donc c'est sûr que dimanche soir, j'ai pas vraiment réalisé en fait que je ne mettrais plus jamais les pieds dans ce stade. C'est surtout lundi matin quand j'ai pris le train pour rentrer sur Paris que là je me suis dit la prochaine fois que tu descends à Nice, t'iras pas au Ré, mais t'iras dans leur autre stade et voilà. Hein, donc c'est sûr que c'est un déchirement, mais après comme moi, si on avait pu continuer au Ré, bien évidemment, j'aurais été 100% d'accord. Mais bon, le club a ses ambitions, il faut, voilà. Mais comme je disais avec Chris sur le chat, nous
on est surtout sur les matchs à l'extérieur, donc on est un peu moins concernés, même si ça nous fait mal au cœur. Ouais. Et d'ailleurs, en off, Guillaume m'a dit qu'il avait décidé de devenir supporter de l'OM. De Monaco, non. C'est pas Monaco qui m'a dit. Il y avait un rendez-vous avec Nassim et Fabien. Non, je plaisante, mais par contre, j'ai une petite question par rapport aux photos, moi, que j'ai trouvé vraiment impressionnantes des fumigènes, notamment chez la BSN, même en face aussi, chez la RN. Populaire. Vous croyez que la Ligue, je veux pas leur donner de mauvaises idées, hein, mais la Ligue, comme c'était un dernier match, ils vont vous laisser tranquille, ou vous avez peur qu'ils vous mettent une grosse amende et de la suspension? Moi, j'ai très peur que on soit à huis clos. Ils vont peut-être pas nous faire pour le premier à l'Alliance, mais peut-être pour le deuxième. Ouais, c'était impressionnant, franchement. Moi, il y a longtemps, j'ai pas vu autant de fumigènes. Moi, c'est simple, j'ai pas vu les 5 premières minutes du match. Voilà. Ouais. Il y avait tellement de... Ça dure un moment, ça durait 7-8 minutes, je crois, au total, même peut-être 10, je sais plus exactement, j'ai pas regardé, mais franchement, ça dure un bon moment et on voyait plus rien. Il y a eu en fin de match aussi, à mon avis, franchement, je suis même pas sûr, avec la chance, ils nous suppriment le premier match contre Valenciennes. Allez. Toi aussi, t'appréhendes un peu, tu penses qu'ils vont vous mais c'est sûr, si tu prends un micro là-dessus, t'en prends jamais, quoi. Je sais pas, faut être honnête. Il y a des vidéos, regarde un petit peu sur le net, tu vas voir, franchement. Mais bon, c'est la dérorée, c'est annoncé, alors peut-être qu'ils vont laisser passer ça, je sais pas. On va voir ça. Est-ce que tu penses que Strozzi va dire dans Maître IDS voilà, s'il vous plaît, laissez-moi retourner au stade. Non, il a fait un joli craquage au début du cortège, c'était assez sympa. Et en plus, sans capuche ni cagoule, rien, on le reconnaît. Ouais, non. Et justement, vous pouvez nous parler un petit peu, ou Chris ou Guillaume, un peu de ce qui s'est passé pour cette grande et triste. C'était heureux et en même temps triste comme journée, mais il y a eu des belles choses et un peu tout ce qui s'est passé, notamment le cortège en ville. Et puis je sais qu'il y a eu des anciens joueurs qui sont venus. Je crois qu'il y a même Robbie Langers qui est venu s'accrocher au grillage à la bonne époque. Vous pouvez en parler de ça? Exactement. C'était prévu donc sur l'initiative de notre président que tout le monde monte ensemble au Ré pour la dernière. Et j'ai vu que vous aviez posté des photos, donc vous avez vu le cortège. C'était, je pense qu'on devait être pas loin de 10 000, donc c'était quand même un truc assez impressionnant. Et puis là, c'est pareil. Là, ça a craqué du bas jusqu'en haut, tout le chemin. Ça a lancé des chants. C'était festif. C'était vraiment une communion du peuple nissarte qui montait pour la dernière fois dans son stade, quoi. Et c'était vraiment super, quoi. Et moi, j'habite pas très loin du chemin qu'on a emprunté pour monter, et donc il y avait mon père qui était là. Il m'a dit, t'aurais pas pu manquer ça. Et non, là, c'est sûr que là, c'était une chose que j'aurais pas pu manquer, quoi. C'était vraiment, on était tous ensemble, tous ceux qui sont là. Il y avait toutes les générations. Occasion, il y avait les grands-pères qui étaient venus et tout. Donc c'était vraiment tout. C'était une vraie communion. On a même vu notre ami qui vient souvent ici, Julien, qui s'est pris pour Francis Borrelli, il a embrassé la pelouse. Il y a eu plein d'anecdotes. Ouais. Je suis reparti avec un bout de pelouse et un bout de filet à Paris. Donc voilà, petit. Sympa. Moi, j'avais gardé un siège bleu avant que de lancer de Boulogne. Ouais. Pardon, on avait lancé, mais avant qu'ils les enlèvent, j'en avais gardé un chez moi longtemps. Moi, j'ai voulu prendre un poteau de corner, mais c'est parti trop vite. C'est ce qui est parti en premier, les poteaux de corner. Donc, j'ai pu avoir de la pelouse et un bout de filet. C'est déjà ça. Hein. Et le sifflet de l'arbitre, il a duré combien de temps? Notre cher monsieur Njimi, c'était gentil de mettre pour la dernière orée. C'était un beau clin d'œil. Il a pas dû rester longtemps sur la pelouse, à mon avis. C'est trop ça, franchement, respect, c'est trop ça. Dernière petite question qui me taraude. Mélissa qu'on avait eu la semaine dernière nous avait dit, c'est la fin du Ré, donc je boycotte l'Alliance Riviera, on se reverra en DEC. Est-ce que toi c'est pareil, ou tu connais des gens aussi qui ont ce sentiment-là, ou pas du tout? Ouais, non, bien sûr. Moi, je connais pas mal de gens qui vont le boycotter. Après, il y a même, moi, je connais un peu tout le monde, parce qu'il y a même des gens de mon groupe de Paris qui ont des abonnements pour l'Alliance.
Après moi personnellement, mon sentiment, c'était qu'effectivement il fallait changer d'infrastructure parce que voilà, même si le stade c'est mythique, mais il fallait rénover. Alors effectivement, moi j'aurais préféré que ça soit rénové, sur l'ancien Ré. Et c'était impossible justement de le faire, ça? C'est ce qu'ils nous ont dit, c'est que Ouais, vas-y, pardon. Ouais, il fallait le tourner. Il fallait le tourner à 90 degrés. Alors il fallu détruire une partie et carrément tourner le terrain pas dans le sens où tu le connais. Il aurait fallu le tourner à 90 degrés en fait en écart. Ça aurait coûté beaucoup d'argent aussi pour le refaire. Ouais. Et donc moi mon sentiment, c'est surtout en fait par rapport au nom. C'est là où moi je suis plus en désaccord avec le club, c'est la Riviera, parce que la Riviera, c'est justement, on va revenir à Monaco, mais la Riviera, ça va de Monaco à Cannes. Alors certes, Nice en fait partie, mais Nice, c'est en aucun cas, quand on dit la Riviera, on parle pas. Pour moi, c'est un nom qui est vraiment mal choisi. Donc voilà, j'aurais préféré à la limite, je sais pas, je balance une idée comme ça, l'Alliance Nice Stadium ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, ouais, Riviera, c'est vraiment une aberration. Et moi, c'est un peu mon domaine de spécialité, justement, les nouveaux stades. Et on va dire que pour ça, les opérateurs du BTP sont très forts. Et je pense que voilà, ils ont bien se coucher par rapport à Vinci et à Allianz. Et Riviera, ça leur plaisait. Donc voilà. Donc après, moi, si j'ai l'occasion d'aller faire un match là-bas, voir les copains en populaire, j'irai. Voilà, nous on est surtout en déplacement, donc on est moins concernés que les autres. Mais moi, de mon point de vue, c'est ce que je disais à ma Mélissa la semaine dernière, même si je respecte son choix. J'en parlais justement à un ami de Liberté pour les abonnés, c'est la fidèle de l'émission, Stan, tu vois c'est qui, c'est Christopher. Et il était un peu de mon avis, je lui en parlais samedi, et il me disait ça serait pas une bonne idée justement de boycotter parce que vous avez un nouveau stade, mais en même temps vous avez peur un peu, certains ont peur de comment ça va tourner, que ça devienne un peu comme le parc. Mais vu que vous êtes encore là et qu'ils vous laissent pour le moment faire ça, à la limite si après vous voyez que ça se passe mal, que les gens veulent boycotter, mais alors que vous êtes toujours là, ne pas aller dans le nouveau stade, même si ça peut se comprendre parce que vous aimiez vachement le Ray, c'est se mettre de côté soi-même et je pense pas que ça soit la bonne solution. Parce que le boycott, je pense que déjà nous, on a boycotté au Parc des Princes. Bon, c'est facile à dire maintenant, mais on n'est pas sûr que le boycott c'est marché parce que maintenant tu te fais remplacer par d'autres. Donc je sais pas si c'est la bonne solution, par exemple que ma Mélissa ou d'autres n'y aillent plus. Par contre, s'ils voient que ça se passe mal, ça peut se comprendre de dire bon, moi je me reconnais plus ici, je préfère ne plus y aller. Je sais pas ce que vous en pensez vous, les amis. Ouais, non, moi je suis assez d'accord et j'ai pu discuter de ça avec certains, notamment le capot actuel et le président actuel de la Populaire. Et eux, bien évidemment, ils seront là-bas. Et ils m'ont dit, on va faire une année test. Et voilà, eux, ils seront là-bas pour les animations, tout ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, ils vont faire une année et ils verront bien à la fin de l'année. Donc effectivement, moi je pense que il faut, comme on dit, pour revenir à Arsenal, c'est du wait and see. Hein. On va voir ce que ça va donner. On verra bien. Hein. C'est sûr que ça sera pas pareil. Moi, pour être venu à Nice-Marseille, d'ailleurs, je pense venir pour Nice-PSG, donc je pourrais voir la différence. Je précise, je vais pas dans le parquage officiel. Hein. Je préfère le dire. Je le dis tout de suite. Je pense venir pour Nice-Marseille, Nice-PSG, et pour avoir fait Nice-Marseille l'année dernière, franchement, c'est rare de voir un stade comme ça, qu'on est si proche du terrain, et puis on sent une ferveur assez forte, et c'est vrai qu'il va y avoir un gros chamboulement de passer dans ce nouveau stade, et je comprends que des gens qui ont été très très longtemps dans ce stade, de changer pour aller dans un autre, bah c'est pas facile, hein. C'est pas facile de changer, et voilà, pour ça je comprends ceux qui ne veulent plus y aller, mais je pense que c'est pas une bonne solution de se mettre à l'écart et de boycotter. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je te dis, je pense qu'il faut qu'on se laisse la saison pour voir et voilà. Hein. Après, on va avoir la chance par contre d'avoir un stade avec un toit sur toutes les tribunes. Donc justement là, si on envoie des chants et que ça claque bien, il y a peut-être moyen justement parce que même au Ré où il y avait quand même une sacrée ambiance, les chants avec aucun toit sauf sur la présidentielle, ça partait pas mal, alors que là avec un stade complètement avec un toit sur toutes les tribunes, il y a peut-être moyen de faire justement
quelque chose de bien si tout le monde s'y met et tout le monde chante. Donc moi je pense qu'il faut se laisser la saison et après on fera le bilan à la fin de la saison. Voilà. Moi, j'ai un ami qui a été là-bas, il m'a dit, franchement, il testait la sono au même moment, il m'a dit, franchement, ça va claquer quand vous allez chanter. Maintenant, bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un peu sceptique, moi, je suis un nostalgique comme toi du stade du Ray. On va voir ce qui se passe, mais apparemment, d'après les premiers échos, tu as un superbe écho, en fait, dedans, et ça résonne pas mal, donc je pense qu'on va bien nous entendre. Maintenant, voilà, on verra tout bien. ce qu'on peut vous souhaiter, c'est qu'il vous laisse un peu ce que redoute Mamenissa et d'autres, qui vous laisse votre liberté. Moi, je pense que c'est un peu voir comment c'est devenu au Parc des Princes qui fait peur à beaucoup de gens. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez pu changer de stade et que vous gardez cette ambiance-là qui vous laisse votre liberté. C'est ça le risque. Quoi, le risque qui vous laisse pas la liberté, vous fassiez pas ce que vous voulez, vous forcez à vous asseoir, des choses comme ça, mais moi je pense pas qu'ils vont vous le faire. Vos dirigeants sont bien avec vous, donc je le souhaite. Maintenant, il y a la Ligue qui est puissante, mais ça serait dommage et je vous le souhaite pas en tout cas. Ouais, mais moi le seul truc, ça me fait pas trop peur, mais que entre guillemets ça se foutixe un peu, qu'on nous sorte ça s'obligeait. Oui, mais si vous restez là, les ultras, les supporters, à la limite, vous êtes là, toujours là, donc c'est pas un souci. Le souci, c'est si vous étiez fait remplacer, vous étiez plus présent. Voilà. Ouais, c'est sûr, mais je te dis, tu vois, à Nice, on n'a jamais eu une mascotte, ces choses-là. Et à mon avis, avec le nouveau stade, ça va arriver. Tu la vois arriver, la mascotte, hein. Les sandwichs à 10 balles, sur le parking. Ouais, moi après non, je pense qu'au niveau de l'ambiance, il y aura pas de souci parce qu'il y aura toujours le noyau qui sera là pour allumer. Mais voilà, moi mon souci c'est que voilà, c'est comme il disait, les prix vont augmenter, on va avoir un avis de la mascotte, ils vont nous mettre les écrans, tout ça, et alors que justement au Ray, c'était vraiment c'était tout sauf ça. Donc c'est ça qui faisait son charme justement, c'est que c'était un stade, tu te demandais comment à limite encore un club de Ligue 1 pouvait jouer dans un stade comme ça, mais c'est justement ce qui faisait son charme, donc voilà. Un stade populaire, si je peux dire. Ouais, exactement. Mais toi, tu penses justement, Guillaume, le faire quand, toi, ton premier match dans ce nouveau stade? Alors, a priori, ça sera certainement pour le Nice-Marseille le 18 octobre, si je dis pas. T'aimes bien venir pour les petits matchs, toi. Ouais, exactement. Voilà. Non, mais en fait, je serais bien descendu pour le premier, mais comme c'est un dimanche à 17h, c'est assez compliqué après pour le retour sur Paris, comme il y a le taf le lundi matin, donc ça sera peut-être plutôt pour le... En espérant que là, maintenant que c'est un grand stade à Nice, qu'ils vont pas dire aux Marseillais de ne pas venir, parce que bon, là il y a quand même pas d'excuse. Ça serait dommage dans un nouveau stade pour une belle affiche comme ça qu'ils interdisent encore le déplacement des Marseillais. Je sais pas, pour terminer l'émission, je pense que Stan, tu veux conclure. Vous pensez-vous que cette année ils vont encore refuser les Marseillais ou les Niçois d'aller au Vélodrome? Bah moi je l'espère pas. Après malheureusement je suis pas à la Ligue, mais moi je souhaite qu'ils puissent venir chez nous, qu'on vienne chez eux, parce que c'est pas la même saveur un match quand t'as pas, surtout un Nice-Marseille, quand t'as pas les visiteurs qui sont là, c'est pas la même chose. Alors j'espère qu'ils vont pas nous trouver encore des excuses de je sais pas trop quoi, de machin. Voilà. En plus là, t'as la sortie de l'autoroute, t'as le stade, donc voilà, ils les amènent direct et voilà. On parle plus, mais ouais, moi j'espère qu'ils pourront venir, quoi. Bah, moi, franchement, à mon avis, ils viendront pas, à mon avis, et nous, on n'ira pas là-bas non plus, hein. Faut être clair, on rentre dans une politique. Bah oui, on est dans une politique répressive, ils vont pas, on est interdit, ça fait 2 ans d'aller en Corse. On a les Bastiers, comme tu disais, des matchs voilà, t'as pas de supporters en face, t'as Bastia, c'est un derby du Sud, c'est super chaud, et y a rien, le parquage il est vide, t'as pas un bruit, y a que franchement, ça casse le charme de tout ça. Mais dans la politique c'était encore actuelle, pire l'année dernière, c'était carrément des Niçois qu'ils avaient mis à la place des supporters adverses. Ouais, aussi, ouais. De toute façon, avec la Corse, à mon avis, avec la Corse, c'est encore différent. Je pense que pour au moins les 50 prochaines années, les Nice-Bastia et Bastia-Nice, ça jouera sans Ajaccio, pareil. Ouais, Ajaccio. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'on a été l'équipe la plus pénalisée. On a eu trois déplacements à l'extérieur, donc Ajaccio, Bastia et Marseille annulés. Là, cette saison, les 3 premières journées, on a joué à Lyon. Après, on a eu 8 clos et on a eu c'était quoi, attends? Ah, mais tu bats quand Paris, c'est un match, un arrêt. Ah non, mais Paris, c'est mort pour vous, mais je veux dire pour nous, quand même, on a eu Rennes à 8 clos. Rennes à 8 clos. Après, on est allé à... Interdit d'aller à Ajaccio, voilà, c'est ça.
Donc tu vois après. C'est reparti sur les mêmes bases, hein, le début de saison. On voit que c'est reparti un peu. Exactement, donc je vois pas pourquoi. Ils savent qu'il y a une animosité, ils ne laisseront pas retourner à Marseille, ils laisseront pas les Marseillais venir ici. C'est dommage, mais à mon avis, ce sera comme ça et ça va faire que de s'accélérer au fur et à mesure. Chaque fois qu'il va y avoir un incident quelque part, ce sera systématiquement suppression du déplacement et ça va empirer, hein, à mon avis. Hein. Enfin, c'est la politique pour l'Euro 2016, donc. Et ce qui est drôle, c'est que par rapport à ce qui s'était passé entre Lyon et Marseille, on n'a pas beaucoup entendu parler finalement de l'affaire. Moi j'avais tweeté là-dessus parce que il nous avait annoncé des sanctions contre Marseille et Lyon, mais il faut croire que Monsieur Thiriez doit être très copain avec messieurs Labrune et Aulas, qui eux n'ont pas été sanctionnés. Sûr que c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu toujours les mêmes clubs qui se font taper dessus et voilà. Mais bon. On va dire qu'on a l'habitude de vivre avec quoi. Hein. Oui, on aura l'occasion, sûrement dans d'autres émissions, d'avoir d'autres exemples et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera la Cesium Parigi dans les déplacements, dans les clubs de Ligue 1 cette année. Je passe juste un petit message pour dire qu'à Lille, on sera grosse présence. Normalement, on est au moins une quinzaine de gars du groupe à monter. Et on va essayer en plus, comme les Lillois sont nos amis, on va essayer de se faire un DEP commun avec la section, est-ce qu'il y a une section des supporters lillois aussi sur Paris. Donc on va essayer de se faire un DEP commun pour essayer d'arriver à une petite vingtaine dans le parcage pour faire un truc bien sympa là-bas. Bah, c'est cool, c'est bien, c'est des bonnes ambiances. Faut montrer aussi que voilà, dans le monde des supporters, il peut y avoir aussi des choses qui se passent bien. Il faut aussi le mettre en avant et en valeur. Donc merci Guillaume, hein, tu reviens quand tu veux, comme les autres, tu es ici chez toi. Donc c'est gentil de m'avoir réinvité et voilà. Et je passe s'il écoute, bonjour à Julien qui fait sa rentrée demain. Donc bonne chance à lui. Il est au lit alors à ce temps-là. Il a pris déjà son suppôt, sa verveine et ça y est, là, il dort. On passe le bonjour à John aussi, ton amigo. Mes amis, 21h34, on va pas trop déborder non plus. Hein. Moi, le mien aussi, demain il est à l'école. Donc voilà, on va conclure maintenant. Encore une très bonne émission, les amis. Je remercie Nassim, Christophe et Fabien pour leur intervention des Ultras de Monaco 94. C'était une très bonne première partie. Sans langue de bois et très très sympa. Je remercie bien sûr Vince aussi, hein, qui est venu nous parler de son groupe de supporters d'Arsenal. Hein. Donc comme quoi, on peut aussi être supporter d'Arsenal. Ça existe. Donc on en a eu la preuve ce soir. Et merci Guillaume de la Cesium Parigi que vous retrouverez, comme je vous dis, dans les stades de France, hein, pour les DEP. Hein. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci Chris. Merci à vous les gars. Merci Xavier. Merci à tout le monde et j'ai une dernière petite question, Stan, sur le chat. Il y a Guy PG 2010 qui dit comment on fait pour lancer des sujets dans l'émission. C'est pas dur, hein. Sur la page Facebook de l'émission, tu peux en message privé ou même sur la page demander lancer un débat, et si tu veux qu'on lance un débat, il n'y a pas de souci, hein. Tout le monde peut proposer, il n'y a pas de souci. Hein. Ou tout simplement, il vient participer à une prochaine émission s'il va en parler. Oui, carrément, oui. Il y a pas de souci là-dessus. Moi, je voulais dire que ce soir, malgré que j'aime bien parler de Paris, c'est bien qu'on ait pour une fois pas parlé du PSG. Et on a su faire un truc varié en parlant des Niçois, on a parlé d'Arsenal, on a parlé de Monaco. Et moi, c'est une émission que j'ai vraiment aimée. Et donc, j'espère que ça va continuer aussi bien et encore plus fort. Je l'espère, hein, les amis. Ça fait 3 ans qu'on bosse pour ça, donc les fruits commencent à être mûrs. Hein. Donc pourvu que ça dure. Merci à tous ceux du chat. Hein. Je vais pas tous les citer parce que il y aurait des jaloux. Hein. Bien sûr, honneur aux femmes, Aménissa, Laurence et d'autres, bien sûr que je ne citerai pas. Donc non, je déconne. Allez, merci. À la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Ciao. Bonne soirée. Ciao.
à liberté pour